Bonjour Guillaume Connesson, merci de Bonjour. m'accorder cet entretien. Vous êtes un compositeur français, vous avez composé de nombreuses œuvres pour orchestre, dont Flammenschrift, Les Trois Cités de Lovecraft ou une cosmique trilogie. Votre musique est jouée par les plus grands orchestres américains et anglais. Vous avez été aussi compositeur en résidence de l'Orchestre national des Pays de la Loire. Vous avez été associé à l'Orchestre national de Lyon et au Royal Scottish National Orchestra. Vous êtes actuellement compositeur en résidence de l'Orchestre national d'Île-de-France. Avez-vous toujours su que vous deviendrez compositeur et quels sont vos premiers souvenirs musicaux, Guillaume Connesson? Alors, j'ai pratiquement toujours su que je voulais devenir compositeur, oui, parce que j'ai commencé la musique à 7 ans. Je ne viens pas d'une famille du tout de musiciens, il n'y a pas du tout de musiciens dans ma famille. Donc, on m'a proposé, comme c'est souvent le cas, de choisir un instrument quand j'ai eu 7 ans. J'ai choisi celui que je connaissais, à peu près le seul que je connaissais, c'était le piano. Et donc, j'ai commencé par le piano et au bout de 6 mois à peu près d'études de piano, je savais que je voulais être compositeur. Donc, ça a été quasi immédiat avec le démarrage de mes études musicales. Et comment est-ce que vous improvisiez au piano? Est-ce que vous avez tout de suite commencé à écrire? Alors, oui, oui, j'improvisais, si on peut parler d'improvisation, quand on a 6 mois de piano, mais la première chose que j'ai tenté de faire, c'était de tenter d'écrire ce que je jouais déjà, dont le petit livre d'Anna Magdalena et Bach, ce genre de choses. Donc, je faisais à la manière de Bach, à la manière de Diabelli, parce que c'était un compositeur qu'on étudie quand on commence le piano. Voilà, ça a commencé vraiment par le fait de faire des pièces identiques à celles que je jouais comme tout jeune pianiste en herbe. Donc ça a commencé par là. Et puis il se trouve que ma professeure de piano était la belle-sœur de Marcel Landowski, s'appelait Flore Landowski. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté d'ailleurs dans ma vie et qui m'a beaucoup encouragé pendant toutes ces années, puisque je l'ai eu comme professeur jusqu'à mes 20 ans. Donc elle a fait absolument toutes mes études de piano. Et Flore Landowski, donc un jour m'a dit, j'ai mon beau-frère Marcel Landowski qui est compositeur connu, est-ce que tu voudras que je te le présente? Donc quand j'ai eu 14 ans, quand je me suis senti un peu plus quand même prêt pour le rencontrer, je lui ai amené mes pièces qui étaient évidemment des grandes pièces symphoniques, des opéras, je ne doutais de rien à cet âge-là. En général, les doutes viennent plus tard. Et donc voilà, et Marcel Landowski m'a pris comme élève. J'ai même d'ailleurs été son seul élève en fait en composition, et il m'a permis de découvrir le monde musical, de me faire découvrir beaucoup de choses en fait. Ça a été quelqu'un d'absolument essentiel dans ma formation musicale d'adolescent. Et quels sont les compositeurs qui vous ont le plus inspiré? Alors, dans les compositeurs qui étaient pour moi importants, il y a toujours d'ailleurs en fait Richard Wagner, qui était mon grand, qui est toujours mon dieu. Et puis les compositeurs français, évidemment Ravel, Debussy, ça c'était aussi mes grands amours d'adolescence. Euh, et puis, j'ai été aussi porté par d'autres musiques que la musique classique, puisque j'ai aussi, ne venant pas d'une famille de musiciens, justement, j'écoutais de tout, en fait, pas simplement de la musique classique, donc de la chanson, j'ai toujours adoré la chanson. Et quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai eu un moment d'hésitation entre savoir dans quelle voie je voulais aller, en fait. Est-ce que je voulais être compositeur d'œuvres symphoniques ou de musique dite classique, bien que ce mot ne veuille rien dire, bien sûr, ou est-ce que je voulais faire de la variété, de la chanson ou autre chose, ou de la musique de film, voilà. Donc il y a eu un petit moment comme ça de doute à l'adolescence du genre, et puis je me suis enfin, c'est devenu une évidence en fait que c'était la musique, l'univers classique qui me convenait le mieux pour m'exprimer pleinement. En fait, j'avais peur de ne pas être suffisamment rassasié par le fait d'écrire des chansons. Mais il y a toujours cette idée, d'ailleurs je dois en écrire une justement dans quelques mois, il y a toujours cette idée d'en écrire quand même. Ça m'a poursuivi un peu toute ma vie parce que je continue d'ailleurs de considérer cela comme un exercice très difficile d'écrire une bonne chanson. Et ça montre aussi que ma base
musical, outre le piano, c'est le chant. En fait, ça passait. Si vous m'aviez demandé à 14-15 ans quelles étaient mes œuvres de référence, 99% de ces œuvres-là étaient des œuvres vocales. En fait. Des œuvres vocales et peut-être des opéras aussi. C'est un peu le sens de ma question suivante, parce que quand j'écoute vos œuvres pour orchestre, j'entendais une influence presque cinématographique et l'impression que vous utilisez l'orchestre complet à la manière des compositeurs post-romantiques ou des compositeurs de musique de film. Et donc, je voulais vous demander, est-ce que vous aimez le cinéma? Beaucoup, beaucoup. C'était une de mes grandes passions et beaucoup la musique de film. Pour être très précis, j'aime la musique de film essentiellement des débuts du cinéma jusqu'aux début des années 80. Pour être précis, parce que la musique de film d'aujourd'hui, j'avoue, ne me parle pas beaucoup. D'abord parce que je trouve que dans beaucoup de cas, ce n'est même plus que de la musique, c'est un espèce d'habillage sonore, c'est du montage de samples, c'est quelque chose qui n'est plus fait pour moi par des véritables compositeurs. Mais quand les compositeurs de musique de film étaient aussi des compositeurs tout court, parce que ça c'est un point absolument essentiel, les Bernard Herrmann, les John Williams, tous les compositeurs évidemment, les Korngold, alors là, fortiori Eric Korngold, c'était d'abord des compositeurs symphoniques ou des compositeurs de musique de chambre et qui ont fait de la musique de film, en fait. Ça, c'est en général ma musique de film préférée, celle qui a comme base, en général, ce terreau symphonique classique, ou post-romantique d'ailleurs, parce que beaucoup de compositeurs que j'aime étaient des compositeurs en fait allemands ou autrichiens qui sont passés aux États-Unis au moment du nazisme, qui ont fui les persécutions et qui ont créé un peu ce grand style hollywoodien des années 30, 40 et jusqu'à Bernard Herrmann jusqu'aux années 50. Donc oui, c'est une des bases de ma culture, en effet, avec la chanson et avec, bien sûr, le répertoire classique, naturellement. Pouvez-vous nous parler maintenant peut-être un peu plus en détail de la pièce enregistrée pour ce festival, donc par Nathanaël Carré et Guillaume Artus, votre toccata nocturne pour flûte et violoncelle? Alors en fait, cette pièce, c'est un peu la petite sœur d'une autre pièce de mes pièces qui s'appelle Disco Toccata, qui est pour clarinette et violoncelle. Et j'avais dans l'idée, à un moment donné, de faire une série de pièces comme ça, d'instruments avant, donc clarinette pour la disco toccata et flûte pour la toccata nocturne, de duo comme ça avec violoncelle. Et pour l'instant, d'ailleurs, j'ai pas poursuivi vraiment, mais il y a eu ces deux pièces-là qui sont vraiment, vraiment, j'allais dire, sœurs jumelles dans la forme. Déjà, elles se déroulent formellement, c'est des formes très courtes de 2 minutes. Elles sont à peu près articulées de la même façon. Il y a cette idée de la toccata, donc un déroulement comme ça ininterrompu de double croche. La différence, c'est une différence essentielle de caractère. La disco toccata était festive, joyeuse, très, très, comment une pièce j'allais dire, de plein soleil. La toccata nocturne est, comme son nom l'indique, évidemment, une pièce plus ombragée, c'est une danse des ombres, un peu quasiment une danse macabre. Donc c'est une pièce plus agressive que la disco toccata, qui était uniquement de la joie. Celle-là est un peu comment dire, impalpable, un peu fantomatique. Voilà, c'est une sorte de danse des fantômes, des ombres nocturnes, comme on trouve parfois, on peut voir même presque des allégories comme il y a dans l'opéra baroque, par exemple. Et ces créatures nocturnes font une danse tour à tour d'une joie un peu méchante, voilà, avec comme dans comme dans ces deux pièces-là, en fait, tout le processus est un thème basé sur une pulsation régulière qui peu à peu se décale progressivement de la pulsation. Donc il y a à la fois cette côté obsessif obsessionnel de la pulsation, et puis des décalages métriques en fait qui se produisent. Et puis dans cette pièce-là, dans Toccata nocturne, il y a également des effets sonores, il y a même des choses que j'utilise quasiment jamais, d'ailleurs des multiphoniques de flûte, des techniques contemporaines que j'utilise extrêmement rarement et que là j'ai utilisé pour avoir une sorte de climat un peu fantomatique et comment dire, oui, de fantomatique étrange. Donc j'ai l'impression que votre musique est très inspirée par le visuel, par un imaginaire visuel. Comment vivez-vous actuellement cette
pandémie pendant laquelle les concerts sont interdits, pour laquelle notre activité est réduite. Avez-vous des projets actuellement? Composez-vous des œuvres? Oui, 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 je travaille actuellement sur un concerto pour piano pour Alexandre Kantorov, qui m'a commandé cette pièce-là, un concerto qui doit être créé là au mois de juin, fin juin de cette année 2021. Donc là, je suis, comme toujours, très en retard et donc très, très affairé sur cette partition qui sera. Alexandre Kantorov, juste pour qu'Alexandre Kantorov qui a gagné le premier prix du concours Tchaïkovski, ce jeune Français. Bien sûr, voilà, qui est très, très brillant jeune pianiste et qui, voilà, c'est un peu ma troisième d'ailleurs pièce pour piano concertante. Il y a eu une pièce qui s'appelle The Shining One, une sorte de fantaisie concertante. J'ai écrit après un concertino pour piano et orchestre de chambre. Et ça, c'est la troisième fois que je me frotte au concerto de piano, cette fois-ci avec un orchestre, en gros un orchestre Mozart, c'est-à-dire un orchestre de chambre un peu étoffé. Voilà, donc ça, c'est ce sur quoi je travaille. Bah, le confinement, c'est quasiment la vie des compositeurs habituels. La seule différence, c'est que nos œuvres ne sont plus jouées, évidemment, ce qui fait une différence assez conséquente. Mais naturellement, le travail d'écriture, c'est un travail assez enfermé, assez solitaire, en fait, le travail du compositeur. Donc, de ce point de vue-là, c'est une période qui peut être assez douce parce que ça libère énormément de temps pour écrire. Et puis, naturellement, beaucoup moins riante parce que bah, c'est une situation naturellement catastrophique pour les musiciens en général, pour les orchestres, pour les éditeurs aussi, parce que souvent on les oublie, les éditeurs. Mais l'absence de concert fait une absence de droit qui met les éditeurs en danger. Les éditeurs, c'est un relais très important pour les compositeurs. Donc, il y a une véritable inquiétude, naturellement, de l'avenir de la musique classique et des moyens alloués à la musique classique. Après, si les choses, comme tout le monde, j'ai eu beaucoup de choses annulées, dont des créations. Alors ça, c'est toujours reporté dans des saisons parfois lointaines. Mais voilà, mais ça permet, ça permet en tout cas d'écrire normalement. J'allais dire, contrairement aux pianistes, aux intermittents, à tous ces acteurs-là de la vie culturelle, je dirais que le compositeur en souffre plutôt moins dans son activité première. Et puis, bien entendu, bah, après, pour les concerts, comme tout le monde, on est évidemment dépendant de la situation générale. Quand je vous avais rencontré à Paris, vous étiez, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, vous étiez chef de chœur du chœur des universités de Paris et vous enseignez l'orchestration. Est-ce que vous continuez cette activité? Peut-être pas en ce moment en période de pandémie, mais est-ce que c'est important pour vous d'avoir une activité d'interprète comme chef de chœur et d'avoir toujours des liens avec des étudiants? Alors, plusieurs choses. D'abord, mon activité de pédagogue l'a un petit peu changé cette année puisque j'ai été nommé professeur au CNSM, en fait. Donc là, j'ai changé un peu d'établissement. Et voilà, c'est une nouvelle étape de ma vie. Ça faisait 23 ans que j'enseignais l'orchestration au CRR de 93, d'Aubervilliers. Et là, j'arrive au CNSM. Donc oui, oui, là, j'ai une activité qui a repris de pédagogie. Quant au chœur, évidemment, alors ça, les chœurs, c'est comment dire, la partie la plus dramatique peut-être de la vie musicale actuelle parce que c'est très compliqué pour des raisons sanitaires. Il se trouve que la semaine dernière, nous avons repris une activité quand même dans des chœurs de la Sorbonne que je dirige toujours et que nous avons trouvé un système de répéter par petits groupes de 10, ce qui pour un chœur de 100 personnes fait beaucoup, beaucoup de partiels. Mais oui, c'est très important pour moi, cette activité-là. C'est une activité d'abord qui me donne beaucoup de joie, je dois dire. J'ai beaucoup de plaisir. C'est une énergie qui est communiquée par les étudiants. C'est un répertoire que j'adore, le répertoire choral. On revient à ce que je disais précédemment de mon amour de la musique vocale, mais aussi de la musique chorale. Donc en plus, c'est un répertoire que j'adore. Et voilà, c'est un autre... c'est intéressant d'ailleurs parce que j'aime beaucoup ça, enseigner là dans un niveau évidemment très élevé au CNSM, qui est un niveau professionnel, et puis avoir ce volet un peu amateur qui pour moi est important. C'est pour les étudiants, puisque c'est un chœur évidemment qui accueille des étudiants
de toutes les disciplines, et il y a quasiment pas de musiciens en fait dans ce chœur. Beaucoup ne lisent pas la musique, donc c'est pour eux parfois la première approche qu'ils ont du répertoire classique en fait. Parfois, quand on chante des œuvres qui pour nous paraissent totalement des standards, des tubes de notre univers, pour eux, ils l'ont parfois même jamais entendu. Donc j'aime bien cette idée-là. Il y a quelques années, alors là, ça remonte à il y a presque une vingtaine d'années, je faisais même des stages en entreprise d'histoire de la musique du XXe siècle. Donc je me retrouvais avec le patron, la secrétaire, pour leur parler de Bartók, Stravinsky ou Henri Dutilleux. Et ça, c'est quelque chose qui, plus que jamais, est important, évidemment, de faire connaître cette chose-là. La musique classique était inscrite dans la cité, elle a disparu des écrans radars. Malheureusement, dans les élites françaises, par exemple, de moins en moins côtoient cet univers classique. Donc, c'est très, très important de former des jeunes à la connaissance au moins de cet univers-là et que ça ne leur paraisse pas quelque chose de lointain, d'effrayant, de bourgeois, de snob. Je mets là tous les qualificatifs, à mon avis, complètement absurdes, mais avec lequel on décrit cet univers-là, et que ça leur semble quelque chose, parce que quand on a pratiqué ça, on intègre la chose. C'est pas pareil que d'écouter même un CD d'un disque ou même d'aller à un concert. Quand vous participez physiquement à quelque chose, cette musique-là fait partie un peu plus de vous. Et ça du coup, évidemment, ça fera pas sûrement pour beaucoup des chanteurs, mais ça va faire du public mélomane pour venir au concert. Et ça, c'est très important, évidemment. De mon expérience personnelle, par exemple, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé que lorsque je suis arrivée en Allemagne. Le fait qu'il y ait des orchestres, qu'il y ait beaucoup d'orchestres de différents niveaux, des orchestres, la radio, les opéras, bien sûr, mais aussi des opéras dans des petites villes, et cette véritable culture qu'il y a des orchestres amateurs aussi et des chœurs amateurs avec tout ce qui est la musique d'église. Ça fait vraiment une différence. Absolument, absolument. Et c'est-à-dire que nous apprenions jusqu'à une date pas si lointaine la musique à travers le chant choral. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs intéressant de regarder que pour les compositeurs, la plupart des compositeurs du XVIIIe et du XIXe siècle ont commencé dans la paroisse d'à côté par chanter dans les chœurs. Et c'est pas innocent d'avoir commencé la musique par le chant. Il y a un rapport au corps et un rapport donc au langage musical qui est différent de quand vous commencez la musique d'une manière parfois plus intellectuelle, qui peut donner des catastrophes aussi de cette manière où le corps ne participe plus du tout ne participe plus à l'interprétation musicale. Donc c'est pour moi très important, oui. Ce type d'apprentissage est très important. Il a en grande partie disparu, évidemment, puisque évidemment nous n'apprenons plus généralement à l'église, mais l'école apprenait quand même avait des chœurs, et c'est quelque chose, je parlais de mon maître quand j'étais adolescent, de Marcel Landowski, qu'il a beaucoup essayé d'œuvrer, et je me rappelle que Landowski, vraiment quelques jours avant sa mort, m'a dit c'est vraiment une chose que j'aurais jamais réussi à faire, un de ses grands regrets. Il est parti avec ce regret-là, il a tellement fait pour les conservatoires, pour les orchestres symphoniques, mais de ne pas avoir réussi à mettre les chœurs et la musique dans toutes les écoles et dans tous les lycées, il l'emportait comme un regret. Et 20 ans après sa mort, on en est un peu toujours au même point. Voilà, avec ce qui est fascinant d'ailleurs, avec des responsables politiques qui en ont parfaitement conscience, différents présidents qui se sont succédés, qui en ont conscience, qui savent que ça manque, qu'il faudrait le faire, que voilà, qui parfois le font un peu, mais ça ne s'est jamais vraiment réimposé d'une manière vraiment globale. Or, c'est essentiel, évidemment, d'avoir cette approche-là. Ouais. C'est une nation, on le dit toujours d'une manière parfois presque comme ça, légère, mais c'est malheureusement vrai. La France est une nation très littéraire, plus que musicale, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des grands génies de la musique en France, bien sûr, d'avoir eu surtout d'ailleurs, mais il n'empêche que nos élites françaises ont une culture littéraire.
n'ont pas de culture souvent musicale. Ça, c'est pas très nouveau. Ça ne s'est pas arrangé, on va dire. Et c'est vrai que pour briller dans les élites à Paris, c'est d'abord la littérature plutôt que la musique classique. Et il est frappant d'ailleurs de voir que dans certains milieux de culture, on le voit même d'ailleurs à travers quelque chose grand public comme la télé. C'est-à-dire que les émissions de culture à la télé vont pouvoir parler d'exposition d'art plastique, de littérature parfois d'un très bon niveau, et puis quand on se met à parler de musique, boum, on passe dans la pop. Et des gens parfois qui sont de grands écrivains, on va leur poser des questions sur la musique et leurs goûts musicaux, ils vont vous parler de pop. Et Dieu sait que j'aime la chanson et la pop, mais enfin, j'ai toujours ce petit pincement de me dire, si même ces personnes-là, issues d'un milieu quand même plutôt favorisé par leur environnement culturel, ne vont pas au concert et n'ont pas de lien fort avec l'art classique, c'est quand même le signe d'un problème. Alors que Serge Gainsbourg parlait de Bartók. Absolument, absolument. Mais d'ailleurs, il y a une chose, comme je connais un petit peu j'ai quelques amis dans le monde de la variété. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que beaucoup de gens qui écrivaient des chansons, des textes ou de la musique étaient des personnes qui avaient une culture classique et qui avaient souvent même commencé, les arrangeurs et les compositeurs de chansons des années 60-70 sont souvent passés par le CNSM de Paris et ont commencé avec Debussy, Bartók ou Stravinsky. Et après, ils ont écrit leurs chansons qui parfois n'avaient aucun lien avec cet univers-là, mais qui gardaient quand même une connaissance technique qui n'était pas la même. Or là, le grand problème que rencontre aussi la pop aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue, comme elle est devenue très très présente, elle est autoréférencée. C'est-à-dire que beaucoup, quelqu'un qui écrivait pour Reggiani ou pour des Aznavour ou pour des gens comme ça, avait souvent des références classiques. En fait. Et malheureusement, ceux qui font les chansons aujourd'hui ont des références de chansons et beaucoup moins souvent de références classiques. Et vous parliez de Gainsbourg, justement. Alors, exemple typique de quelqu'un qui, voilà, qui parlait d'Alban Berg tout d'un coup en disant la chanson est il avait cette formule d'ailleurs très drôle, Gainsbourg, la chanson est un art mineur destiné aux mineurs. Et voilà, il y a cette conscience-là, d'avoir conscience de ça, tout en ayant d'ailleurs, dans le cas de Gainsbourg, consacré sa vie à ça, elle est très importante, cette conscience-là. Et la disparition de ça, ça n'est pas rien. Et inversement, je dirais, parce que là, je crois qu'on tourne un peu autour du pot, mais enfin, ce lien auquel vous faites référence, donc des compositeurs de chansons qui aimaient et connaissaient la musique classique, on peut dire que ça s'est inversement beaucoup perdu. Si on évoque quelqu'un comme Bartók, évidemment, il y avait un lien avec la musique populaire très fort. Et en France, jusqu'à une époque récente, la musique classique contemporaine a quand même été, je dirais, très détaché de la musique populaire. Et je crois qu'aujourd'hui, et votre musique en est un des exemples, on prend quand même une direction tout à fait contraire. Oui, absolument. Mais on oublie souvent que Ravel a écrit des chansons, dont une sous pseudonyme, Poulenc également. Donc c'est quand même, ça n'est pas rien que des compositeurs d'un tel génie aient eu envie de faire ça aussi. Il y avait en effet ces ponts très forts entre ces univers-là, des ponts qui ont été détruits après la Seconde Guerre mondiale. Je fais partie en effet de ceux qui aimeraient recréer des liens parce que je pense que c'est une seule et même chose. Ça ne veut pas dire que ce que l'on fait quand on écrit une symphonique, c'est pareil que de faire une chanson. C'est d'ailleurs deux activités très différentes qui demandent souvent des talents un petit peu différents. On s'aperçoit d'ailleurs, par exemple, que des auteurs de chansons, quand ils sont lancés dans des oratorios, je pense à des Paul McCartney ou des gens comme ça, c'est rarement des grandes réussites, alors que c'est des auteurs de chansons absolument, compositeurs de chansons absolument formidables. Et inversement, des compositeurs parfois de musique contemporaine qui s'essayent à faire de la chanson n'ont pas le sens de ça. Donc j'ai beaucoup de respect. Je pense qu'il faut faut être humble par rapport à ça. Ce sont des talents différents, mais enfin qui quand même participent de la même chose qui est la musique. Et donc je ne vois pas
pourquoi il n'y aurait pas aujourd'hui à nouveau des ponts entre ces deux rives. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on mélange tout. En fait, c'est ça aussi un des drames de notre époque, c'est qu'on mélange tout. C'est-à-dire que tout se vaut, tout est égal à tout. Et ça me dérange beaucoup parce que c'est une espèce de confusion des valeurs qui me gêne beaucoup. Euh, Après, de s'inspirer de la musique populaire, vous en parliez effectivement à travers Bartok, alors l'exemple évidemment typique, Kodaï, enfin, beaucoup de gens, mais Stravinsky aussi, évidemment, à travers la musique populaire russe. Et la liste serait longue voilà, des influences de ces musiques-là. Euh, Après, la musique, ce qu'on appelle aujourd'hui la musique populaire, n'est plus tout à fait non plus la même chose que dans un village où une vieille femme allait faire une chanson devant Bartok, une chanson populaire qui remontait à un siècle avant elle, qu'elle s'était transmise de mère en fille, comme ça. C'est sûr que voilà, la pop a complètement changé naturellement de visage. C'est devenu quelque chose d'abord de plus mondialisé, là aussi, d'une diffusion de masse qui n'a plus rien à voir. Ça a à voir à faire avec l'industrie aussi, quand même beaucoup, alors que ça n'était pas le cas. Enfin, le monde est très différent. Mais il n'empêche que je vois dans ces musiques-là parfois des sources d'inspiration, comme les titres de mes œuvres d'ailleurs le montrent parfois. Voilà, je pense qu'on est aussi on n'est pas sur une autre planète, en fait. C'est ce que beaucoup de gens ont du mal à croire. Ils ont parfois l'impression que les compositeurs de musique contemporaine arriveraient sur une autre planète. Or, d'une autre planète. Et nous vivons dans ce monde-là. J'ai grandi, vous parliez de cinéma, mais j'ai grandi avec le cinéma, la télé, la radio, quand je rentre dans un café, j'entends les mêmes musiques que tout le monde. Donc, je trouve toujours extraordinaire de compositeurs sont dans une espèce de tour d'ivoire. On a l'impression qu'ils ne sont pas poreux du tout à cet univers-là. Et, voilà, je pense qu'il faut. J'accueille ça comme un homme de mon temps, tout simplement. Je suis voilà, vivant en 2021, pas vivant en 1910. Parfois, je le regrette d'ailleurs, mais enfin, c'est comme ça. Enfin, pour l'art d'ailleurs, parce que pour le reste, je préfère 2021. Mais voilà, je pense on n'échappe pas au réel, en fait, tout simplement. On n'échappe pas au réel. Et la musique contemporaine, je pense, à force d'avoir voulu échapper au réel, a fini par sortir ce que j'appelle vraiment sortir des écrans radars, c'est-à-dire à créer une chose à côté, parallèle, qui n'a plus qui n'est plus irriguée par la vie, en fait. C'est très important, et c'est pas seulement la variété, la pop, etc. Parler de cinéma, de littérature, de tout ce qui fait la vie. Je vous remercie beaucoup, Guillaume Connaisson, pour cet entretien. Nous pourrons donc entendre votre pièce Toccata Nocturne online pendant ce festival. Merci. Beaucoup à vous.